du championnat de France qui s'est déroulé ce soir. Voici Téléfoot. Bonsoir. En ce jour, qui est celui de la Sainte-Viviane, il fait froid, très froid sur l'ensemble du pays. Aussi, je pense que vous êtes nombreux devant vos téléviseurs pour suivre ce 44e numéro de Téléfoot 1. Mais malgré ce froid dont je vous parlais, les matchs ont lieu quand même. Il y avait une partie de la 22e journée qui se jouait ce soir. Voici les résultats. Bordeaux bat Marseille sur le score de 2-1. Lille bat Paris Saint-Germain sur le score de 3-1. Le match Angers-Sochaux a été remis à cause du brouillard. Il aura lieu demain à 15 h, donc à Angers, au stade Jean-Bouin. Les deux autres matchs, en l'occurrence Metz-Laval et Nice-Bastia, je ne vous en donne pas les résultats, puisque selon la formule consacrée, vous savez que vous les vivrez, tout au moins en partie, au cours de cette émission. Vous aurez aussi des buts internationaux et puis les échos de Téléfoot. Mais le championnat s'était donné une avant-première. Hier soir, c'était un match de gala à Strasbourg entre le porte-drapeau actuel de notre football et le champion de France en titre, c'est-à-dire Monaco. Et puis, les deux clubs étaient co-leaders de ce championnat. C'était donc un match de prestige et de suprématie actuelle. 18 000 spectateurs, une température glaciale et un changement à Strasbourg. Toko, numéro 9 ici, remplace Tanter. Le Breton a été laissé au repos en prévision de la campagne de Duisbourg. Les Strasbourgeois, en maillot bleu, avaient récupéré Jouve et lancé dans le bain un débutant de 29 ans, Arsène Wenger, au poste de libéraux. Une tâche que Novi, toujours blessé, ne peut encore assumer. Le voici, Arsène Wenger touchant son premier ballon, son deuxième ballon maintenant, dans son premier match en professionnel. Bien entendu, pour Strasbourg, il s'agissait de rester maître sur son terrain, surtout face à son adversaire le plus dangereux dans ce championnat, Monaco, champion sortant, et qui, malgré quelques avanies, s'était hissé en tête du classement, justifiant ainsi toutes les prétentions qu'on lui prêtait, malgré son faux pas en Coupe d'Europe. Première action de jeu, première mise en train en somme pour les joueurs et pour le public. Et puis, 5e minute, Gemrich, Jouve qui faisait sa rentrée, Marx qui essaie de reprendre la balle, et un tir du gauche de Specht, un tir terrible au ras du montant, qui aurait pu ouvrir le score pour Strasbourg et libérer ainsi les deux équipes. 26e minute de jeu, Toko récupère un ballon, alerte Gemrich sur la droite. Gemrich qui cherche un partenaire qui ne le trouve pas facilement, qui s'appuie sur Marx. Piasecki en position d'ailier droit. Wagner. Un centre de Wagner. Une balle repoussée, une reprise terrible du gauche de Domenech. Et Toris y reprend à deux fois. Avec le ralenti artificiel, nous allons bien détailler cette action. Ne fût-ce que pour revoir cette reprise de Domenech qui avait osé, et il avait eu raison. Voilà, deux volées. Trajectoire très droite, il fait très froid. Et Tori relâche le ballon, puis va se coucher dessus alors que Toko devient menaçant. 35e minute de jeu. Wenger a donné à Gemrich. Celui-ci s'échappe malgré deux oppositions. Et rencontre qui? Gardon. Et très mauvais geste de Gardon là. Vraiment, ce n'est pas très beau. Monsieur Bills va réagir immédiatement. Carton jaune.
C'est le deuxième pour cette équipe de Monaco dans ce match, puisque d'Alger, sans doute pour outrance verbale, en avait reçu un aussi. Ettori, sans trop de problèmes, dégage, pas très précis, une interception. C'était Duguay-Pérou qui avait repris ce ballon. Marx. Les Strasbourgeois font le pressing sur cette équipe monégasque, pas très sûre d'elle-même en ce début de match. Duguay-Pérou, un centre du Duguay-Pérou et un tir de Wagner. Vous voyez qu'on tentait en tout cas à Strasbourg, mais ça ne voulait pas rentrer. 44e minute de jeu, un départ de Gardon, Noguet, Sonis, une balle à Jean Petit, le capitaine monégasque, qui trébuche, qui se relève, qui lance Onis, mais contré. C'était pratiquement une des seules actions de Monaco pendant cette première mi-temps, un Monaco qui avait été dominé. Score à la mi-temps 0-0, nous sommes dans la deuxième mi-temps, 46e minute de jeu. Dropsy, Gemrich, Wenger, le voici ce jeune, 29 ans, diplômé en sciences économiques, et je vous l'ai dit, c'est son premier match avec les professionnels. Une balle pour Gemrich, c'est Piasecki qui en hérite, 1-2 avec Gemrich, et regardez, premier but, c'est la 46e minute, nous venons de reprendre la deuxième mi-temps pour Strasbourg. Un très beau but que nous allons encore décomposer avec le ralenti artificiel. Une faute de Gardon au départ. Regardez le mauvais dégagement. Piasecki hérite de ce ballon. Contrairement à ce qu'il avait fait contre Duisbourg, il cherche Gemrich, il le trouve. Celui-ci ne tente pas le tir pour autant, redonne ce ballon. Et malgré Gardon et Vitalis, regardez bien ce que fait Piasecki. C'est du pied droit qu'il trompait Ettori, qu'il attendait manifestement sur son pied gauche. D'après la position qu'il avait, c'était plus logique. Très bien joué, très finement joué de la part de Piasecki. Strasbourg venait d'ouvrir la marque. Et puis nous allons laisser 3 minutes en continuité, simplement pour vous parler en définitive de ce qui s'est passé et pour vous donner une idée exacte du match, parce qu'il est vrai qu'avec nos montages, où nous cherchons les actions les plus spectaculaires, souvent nous arrivons à déformer un match. Alors au moins, vous ayez une sorte de continuité pour voir réellement ce qui se passait. Et c'est vrai que ces images partent d'elles-mêmes. On voit un Monaco qui essaie de construire, qui d'ailleurs souvent y parvient, mais tout à fait inefficace, alors que Strasbourg joue plus direct, plus précis et à une vitesse supérieure. En réalité, c'est le milieu monégasque qui a été incapable de maîtriser le jeu et surtout de fournir des ballons aux avants. Onis était bien souvent en pointe, attendant désespérément d'être servi, mais cela ne venait pas. Dropsy, lui, n'a guère eu d'occasion de se réchauffer par cette température glaciale. Pas de tir, ou alors les quelques-uns qu'il a eu très imprécis. D'Alger qui avait laissé passer, Nogues qui a donné ce ballon, mais il est très difficile au Monégasque de pénétrer dans la surface, surtout avec la charnière centrale de Strasbourg qui veille au grain, en particulier Specht et Wenger qui sortent tous ces ballons. Et devant Gemrich et Wagner, très incisifs. Quant à Piasecki, il a été, le match date d'hier, vous le savez, le roi du terrain. C'est un très grand numéro 10 que l'on a vu hier soir à Strasbourg. Voilà la tactique habituelle de Strasbourg, qui attire un peu l'équipe à elle, l'adversaire, pour mieux pouvoir repartir. C'est une façon de jouer qui, dit Gilbert Gress, énerve l'adversaire, c'est vrai. Là, une petite mésentente, mais Specht a sorti ce ballon. Duguay-Pérou qui en est privé. On tente à Monaco par l'intermédiaire de d'Alger, Petit, d'alerter les avants de pointe. Vous voyez, c'est pas très facile. Ce sont des petites passes, des tentatives de 1-2. Onis là qui tire à côté. Un des tirs monégasques. Après donc 48 minutes de jeu. Dropsy. Qui a tout son temps.
Vous avez remarqué qu'il y a un peu de neige autour du terrain, mais l'aire de jeu elle-même est en bon état. Toko qui a détourné ce ballon, qu'il destinait là-bas à Wagner. Toko qui hérite de ce ballon, regardez, Toko tire, la balle repousse, Wagner, Piasecki, rotation et but. Magnifique ce but, nous allons pouvoir aussi le détailler. Et vous allez revoir comment, d'abord Ettori a laissé filer cette balle, ce tir de Toko. S'il avait intercepté, l'action suivante, bien entendu, n'aurait pas eu lieu. Vitalis repousse. Wagner, qui a pris un moment à contre-pied, se ressaisit bien, va chercher ce ballon. Arrive le premier, du gauche. Piasecki, pivot. Malgré Gardon. Et Ettori de près. En 3 minutes donc, Strasbourg menait 2-0. 56e minute de jeu, un coup franc, Piasecki, Wenger et tir de Wagner, bien détourné par Ettori qui enfin s'était réchauffé, il en avait eu l'occasion. 58e minute, Domnek. Et un tir de Gemrich. Cette fois-ci, Ettori était encore à la parade. 85e minute de jeu, une touche de Nice. D'Alger, Petit. Petit arrive à récupérer. A du mal. Nogues. Et on tente au-dessus, mais en tout cas, c'était bien tenté, mais vous avez remarqué qu'il y avait 4 Strasbourgeois pratiquement devant Nogues. Specht donne à Wenger, qui a sans doute gagné d'ailleurs sa place contre Duisbourg. Monaco récupère. Nogues, Aimon, regardez, part sur la droite, tir et but. Et magnifique ce but. Vraiment, Dropsy n'a rien vu. Nous le revoyons, regardez le beau travail qu'a fait Aimon. Il y a même un faux rebond, d'ailleurs un mauvais rebond du ballon. Il le contrôle du pied gauche. Sur son pied droit. Malgré Wenger. Et la Dropsy vraiment ne peut rien. C'était un espoir pour Monaco de revenir en match nul. Un Monaco qui jouera un peu mieux que pendant le reste de la partie, qui se créera quelques occasions dans les 5 minutes qui restaient à jouer. Voilà Onis, mais contré par Specht, c'est pratiquement la dernière occasion, la fin de la partie. Strasbourg, malgré ses blessés, a repris ses distances et s'est forgé un moral très neuf pour affronter Duisbourg. Depuis la création des Coupes d'Europe des clubs, et puis plus tard du Championnat d'Europe des Nations, il n'y a guère de semaines sans que nous ayons des matchs internationaux. Ceci nous permet bien entendu de demander aux diverses nations de nous envoyer ces matchs et nouveau de revivre quelques moments et surtout des buts. Ce sont en réalité ces buts venus d'ailleurs. Il devrait arriver. Mercredi, le stade de la Luz à Lisbonne, sur un terrain glissant et par un temps pluvieux, les Portugais vont vaincre l'Écosse en maillot sombre dans un match qui commença par ce tir terrible de Gomes, le Portugais. Rogue, le gardien, avait eu chaud. 29e minute de jeu, les Portugais encore l'attaque après ce coup franc sur Gomes. Aligno donne à Alberto. Regardez ce joueur de 20 ans, la maîtrise, le culot, il y va tout seul et il bat Raoul de près. C'est le but portugais. Mais ce match sera riche en rebondissements. Gemil
Regardez, le grand Gemil rate lamentablement, lui qui a marqué le plus beau bout de la Coupe du Monde. Umberto, Gomez prolonge et Oliveira tire. Tire trop croisé, mais Roux, encore cette fois-ci, est passé tout près. Et puis, le grand Jordan lui-même, qui ne peut battre Bento. Alberto, Serge Chou qui vient de rentrer. Le numéro 14, regardez, tir terrible qui s'écrase sur la transversale. On récupère du côté gallois. Gemil, une balle qui va parvenir là-bas à Kennedy en position d'ailier droit. Un centre de Kennedy. Jordan et Umberto sauf sur la ligne. C'était la grande occasion d'égalisation pour les Gallois. Et puis Kenny Dalglish, qui va essayer à son tour, que de noms prestigieux dans ces deux équipes. Mais Bento est là. Détourne très très bien. Ce n'est pas pour autant terminé. Un coup franc tiré par Chou et le mur détourne. Le Portugal est en tête du groupe 2 devant l'Autriche et la Belgique. À Wrexham, au Racecourse, les Gallois chez eux ont eu bien du mal à venir à bout des Turcs en maillot blanc. Pendant que Harris va se lamenter sur sa maladresse ou sa malchance et que le réalisateur va s'attarder sur lui un peu trop longtemps, pendant ce talent donc, Brian Flynn va donner un ballon à Nick Dessy qui va enfin marquer un but au gardien Sénol. Nous revoyons cette action. Au ralenti, le but réussi par l'avant-centre du club belge de Beringen, Kenny Dessy, Nick Dessy. Dans ce groupe 7, Galles devance l'Allemagne de l'Ouest, qui, il est vrai, n'a pas encore joué un seul match. Match amical Angleterre-Tchécoslovaquie dans un stade de Wembley enneigé. Et le voici, le grand homme du match, le gardien anglais Shilton. Les avants tchécoslovaques, qu'ils se nomment Neoda, Masny, Stambacher ou Gadusek, n'ont pu tromper la vigilance de celui que le Daily Mirror a surnommé Super Shilton. Le voici à nouveau. Les Anglais dominés dans leur temple ont eu quelques réactions, par exemple ici par Curry. Puis contre le cours du jeu, sur une balle relâchée par le gardien Michalik, Steve Coppell, le joueur de Manchester United, donnait la victoire aux Britanniques. Nous allons le revoir ce but. En réalité, les Tchécoslovaques, nos prochains adversaires, ont fortement impressionné tous les observateurs présents, sauf Michel Hidalgo, qui lui avait émigré sur d'autres cieux. Une victoire britannique arrachée par les cheveux et qui n'a pas convaincu du tout les journalistes britanniques présents qui ont rendu un vibrant hommage à cette équipe tchécoslovaque qui sera réellement très dangereuse. Revenons au championnat qui avait lieu ce soir. Metz et Laval, c'était vraiment la confrontation des deux extrêmes. Non pas dans le classement, mais de par la structure des deux clubs, et je devrais dire plutôt de par leurs moyens. Aux internationaux français ou étrangers de Metz, Laval, équipe, possède une équipe bien entendu plus régionale, plus pauvre dirons-nous. Et nous allons voir dans cette lutte un peu entre le pot de fer et le pot de terre, qui l'a emporté. Michel Denisot était sur place, nous aurons des interviews à la fin. Ce sont des images de Lucien Gavinet, Metz-Laval, comme si vous y étiez. Avec le pot de fer, Pierre avec Patrick Battiston, une touche et le blond Leroy de Laval est obligé de mettre en corner. Alors suivez bien cette action, le corner est joué par Casper Zak, une des vedettes étrangères de Metz précisément. Casper Zak qui va jouer rapidement pour Diallo. Diallo contourne ses adversaires, tir puissant du gauche repoussé par Rose et Zaramba qui a bien suivi. En bon avant-centre qu'il est, eh bien, marque le premier but de cette partie, 1-0 pour Metz. Nous revoyons ce corner. L'astuce de Diallo, le tir puissant, repoussé par Rose et le premier but de Zaramba. Nous jouons depuis 5 minutes. Alors là, on en est à la 11e minute maintenant, toujours Metz à l'attaque. Vous avez vu Surbier.
Sur la droite pour Batiston qui sera à l'origine de beaucoup d'actions dangereuses. Batiston qui récupère le ballon face à Diallo et un but de Diallo dans un angle très fermé par Rose. Et Diallo, il y avait la place juste pour passer ce ballon. Et cela fait déjà 2-0 après 11 minutes de jeu, un tir très puissant. Laval ne fermera jamais le jeu et c'est tout à son honneur. Laval à l'attaque, donc vous avez vu Leroy, voici Haribar pour Kérusoré, qui est le grand patron de cette équipe de Laval. Bourebou. Miton, une longue transversale pour Delamontagne. Leroy. Leroy Kérusoré rapidement. Kérusoré à nouveau en possession du ballon. Un tir puissant du gauche de Kérusoré et André Ray se détend au dernier moment. Très belle détente de Ray qui met un corner. Sur un autre corner tiré 2 minutes plus tard de la droite, une tête de Miton qui surprend tout le monde sauf Ray. Un arrêt réflexe encore extraordinaire du gardien international. Et avant la fin de la première mi-temps, encore une attaque de Metz qui joue très très vite. Au départ, Kasperzak, un centre de Zali, une tête de Zaramba qui passe au-dessus. C'était une très belle occasion. 2-0 donc après 45 minutes de jeu. Et regardez bien, pendant la pause, nous avons eu droit à un spectacle de majorettes américaines en tournée en France. C'est assez exceptionnel. Elles étaient hier à Strasbourg. Il faisait moins 2 degrés ce soir et elles n'avaient pas froid, du moins en apparence. Alors nous revenons au football, deuxième mi-temps, Metz s'engage avec une bonne marge de sécurité, 2 buts, Metz s'engage donc à l'instant. Sur la gauche pour Diallo qui joue avec des gants, beaucoup de joueurs jouaient avec des gants ce soir, la température l'exigeait un peu. Le ballon circule bien entre les pieds de cette équipe de Metz comme vous le constatez et là eh bien, c'est une action qui se termine un peu en bousculade mais l'arbitre ne sifflera rien. Corner tiré par Diallo. Zali percute Rose sans gravité sur cette action. Le match sera d'ailleurs très correct à 1 ou 2 exceptions près. Mais Laval ne perd pas espoir. Cette équipe est invaincue depuis 5 matchs à l'extérieur. Alors Gauthier relance ses attaquants. Gauthier, un contre. Une balle récupérée. Leroy. Encore un contre de Metz. Kérusoré. Haribar. Haribar va donner, cherche un partenaire, n'en trouve pas, repique vers le centre, balle récupérée encore par un joueur de Laval qui est Miton, l'arrière latéral. Bourebou, coup franc pour Bourebou pour cette faute de Mahut. Un coup franc qui va être tiré dans quelques instants par Le Chantre qui prend son temps. Un coup franc qui a l'air anodin en apparence. Le Chantre place sa balle. Un tir très sec et André Ray est encore très bien placé et toujours 2-0 pour Metz. Encore Laval à l'attaque de la montagne. De la montagne sur la gauche pour Miton. Kérusoré. Bourebou. Miton encore. Un long centre stoppé sans difficulté par André Ray. André Ray qui relance immédiatement pour Kasperzak, qui aura été très brillant ce soir. Kasperzak pour qui? Eh bien pour un autre joueur de Metz qui a fait une partie remarquable, c'est Batiston. Et suivez bien toute cette attaque de Metz. Batiston, nous allons le retrouver dans un instant, lancé par Kasperzak. Batiston part à toutes jambes et il est stoppé par le maillot par Pouget. Pouget qui va écoper d'un carton jaune, un avertissement par monsieur Conrad, carton jaune mérité. Coup franc, tir canon de Batiston après une première panne de tir dans le coin gauche, nous le revoyons. Il a exploité un petit trou dans le mur de Laval. Et Metz mène par 3-0. Nous en sommes à la 61e minute de jeu. 3-0, c'est beaucoup. Mais Laval, vous allez voir, Laval eh bien, attaque encore. Une équipe extrêmement sympathique qui ne ferme jamais le jeu à l'extérieur. Laval qui attaque par Kérusoré, bien entendu. Kérusoré pour Leroy. À nouveau Kérusoré. Bourebou sur la droite. Bourebou qui va faire finalement hésite, passe sur la droite et un centre au deuxième poteau, une tête de Delamontagne et cette fois André Ray est battu, Metz 3, Laval 1. Nous revoyons cette action une deuxième fois.
Et c'est Metz qui repart. Zali, Diallo. À nouveau Zali, les deux ailiers de Metz attaquent. Une longue transversale de Zali. Sur la droite, Batiston pour Déon. Un centre de Déon et une reprise superbe de Kasperzak. Nous la reverrons 4 fois, puisque nous n'avons pas de ralenti. Des buts comme ça valent le déplacement. Cette reprise de Kasperzak du pied droit de volée, ça fait 4-1 pour Metz à la 77e minute. Alors Laval, bien sûr, qui a perdu espoir de faire match nul, tente tout de même de limiter les dégâts en attaquant le plus souvent possible, ici par Hervé Gauthier, de la Montagne, Bourebou, un tir de Bourebou du droit et André Ray encore, un très bel arrêt d'André Ray. Et le public de Metz est ravi de voir son équipe menée par 4-1, ça fait déjà 5 buts dans la partie. Coup franc pour Carusoré, coup franc repoussé par la défense de Metz. Et Batiston encore au départ d'une action très dangereuse. Batiston, le voici, il est en pleine forme. Batiston pour Déon et Zaramba maintenant. Zaramba d'un tir croisé, c'est le 5e but de la partie, nous le revoyons. Score final 5-1 pour Metz contre Laval, un score un peu lourd pour Laval. Nous allons entendre maintenant les interviews faites dès la fin du match d'André Ray et de Raymond Carusoré. Raymond Carusoré, l'édition est un peu lourde. Je pense que nous sommes tombés sur une équipe de Metz qui a connu une euphorie assez invraisemblable durant le premier quart d'heure. On a pris 2 buts et pour le reste du match, je qualifierais plutôt de réussite ce qu'ont connu les Messins ce soir. On va peut-être vous reprocher votre forme de jouer à l'extérieur qui est assez spectaculaire et plaisante pour le public, c'est-à-dire que vous ne fermez pas le jeu. Non, je crois qu'à partir du moment où nous sommes menés 2-0, il n'est surtout pas question de fermer le jeu. Encore moins qu'au départ, mais disons que une très grande équipe de Metz pendant un quart d'heure et équipe avec une grande réussite pendant 1h30. Quelles sont les ambitions de Laval pour cette saison? Je crois que se maintenir en première division et puis éventuellement faire quelque chose de bien en Coupe de France. Merci Raymond Carusoré. André Ray, vous êtes un capitaine heureux après un début de saison difficile pour Metz. Oui, bien sûr. Enfin, je ne crois pas que le début de saison était tellement difficile puisqu'on était premier après les 4 premières journées de championnat. Par la suite. Bien sûr, après, nous avons eu une baisse de régime due à certains éléments, disons, qui se sont passés. Et puis maintenant, je crois que nous avons retrouvé la joie de jouer. Je crois que ça s'est vu ce soir. Les joueurs étrangers, Surbier et Kasperzak en particulier, sont très bien adaptés. Oui, bien sûr. Ils se sont très bien adaptés. Il faut dire que pas seulement eux, mais les 5 ou 6 garçons qui sont venus en début de saison confirment maintenant leur valeur. Vous étiez premier au début du championnat, après il y a eu des problèmes. Maintenant, vous retrouvez de nouvelles ambitions. Et quelles sont ces ambitions? Vous savez, maintenant, on va essayer de bien terminer ce demi-parcours. Et puis, comme le FCMS est toujours meilleur à la reprise, je crois qu'il va se passer de très bonnes choses ici. C'est-à-dire? L'avenir nous le dira. Vous envisagez la participation à une Coupe européenne? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Je n'aime pas parler trop tôt. Je crois qu'au mois de juin, on verra plus clair. Merci beaucoup, André Ray. Voilà, Pierre, les... Voilà, effectivement, nous y verrons plus clair au mois de juin. En tout cas, il y a eu de sacrés buts. Metz a justifié maintenant, à ce moment, la réputation de ses joueurs, mais cette équipe de Laval est ô combien sympathique. Effectivement, Michel Denisot le disait, vraiment, le jeu n'est jamais fermé. On assiste toujours à du grand football quand Laval joue. Nice et Bastia. Nice, avant-dernier du classement, était à la recherche de points pour quitter cette zone dite dangereuse. Bastia, lui, avec pas mal de blessés, court après la réputation qu'il s'était forgée l'an dernier sur beaucoup de terrains d'Europe. Alors, c'est un peu, ce Nice-Bastia, le choc des équipes du Soleil, mais des équipes du Soleil perdues dans une nocturne où il faisait très froid. Nous allons voir des images avec Didier Roustan. Il n'était que 8000 ce soir au stade du Ré pour ce match Nice-Bastia. Et oui, Bastia a attiré pourtant de nombreux spectateurs à Nice ces dernières années. Il est vrai que les deux équipes étaient généralement bien placées à ce stade de la compétition. Cette année, Nice est avant-dernier avec 14 points. Bastia, quant à lui, n'occupe que la 12e place du classement avec 20 points. Nice joue sur la droite en maillot rayé rouge et noir. Et d'entrée de jeu, ce sont les joueurs bastiais qui se montrent les plus dangereux et qui bénéficient ici d'un corner.
Un corner qui va être tiré par l'ailier gauche Ossu. Une tête de Crimo qui passe assez largement au-dessus. Crimo qui faisait sa rentrée ce soir, il jouait en numéro 10, place qu'occupe généralement Claude Papy. Mais le meneur de jeu Bastier avait été blessé samedi dernier contre Bordeaux. René Boki. Ici c'est Zambelli. Zambelli qui part tout seul. Il cherche son avant-centre Biekovic, mais Risbergen réussit à mettre un corner. Un corner qui ne donnera rien. Dommage pour Nice qui joue ce soir un match capital, car pour éviter la relégation, les Niçois doivent maintenant gagner tous leurs matchs à domicile. Mais pour Bastia, ce match est également très important. Et oui, Bastia ne gagne plus à domicile, déjà 7 points perdus à Furiani. Il faut ramener donc quelques points des déplacements, pourquoi pas ce soir à Nice. Ossu, ici une faute sur le capitaine Jean-Marc Guillou et un coup franc tiré par Bouzdira pour Asseri. On retourne du côté niçois avec Idili qui est bousculé et Giacomo qui peut dégager tranquillement. Ici Bastia, Risbergen à l'attaque. Marchioni qui lance un joueur, ici c'est Ili qui était mal cramponné. Et finalement un tir de Marchioni de peu à côté. Toujours 0-0. Johnny Rep pour Burkhardt qui jouait ce soir en milieu de terrain, numéro 6. Nous retrouvons Johnny Rep. Un 1-2 avec l'avant-centre Borel. Et Johnny Rep avec la complicité d'un défenseur niçois qui ouvre la marque. On joue depuis 20 minutes de jeu. Et un avantage mérité pour l'équipe de Bastia. But de Rep que nous revoyons au ralenti. Vous voyez, Giacomo, le gardien niçois, est lobé. Nice à l'attaque avec Biekovic qui se heurte à Risbergen. Une faute indiscutable et ici on se bouscule un peu. Un avertissement pour Risbergen. Risbergen aux prises avec Biekovic. Johnny Rep, le capitaine de Bastia, s'en mêle. Monsieur Vautreau est quelque peu dépassé. Un avertissement pour Biekovic. On va peut-être pouvoir enfin tirer ce coup franc. Monsieur Vautreau n'est pas d'accord. Et il appelle Mario. Mario qui écope également d'un avertissement. Voilà. Guillou pour Mario qui tire à côté. Sanchez, nous sommes toujours dans le camp de Bastia, Bouzdira. Et puis on n'en restera pas là, tout au moins en ce qui concerne les vilains gestes. Bouzdira qui est en grande conversation avec Burkhardt. Et finalement, monsieur Vautreau qui préfère demander à Johnny Rep et Jean-Marc Guillou, c'est-à-dire aux deux capitaines, de calmer leurs coéquipiers. Trois minutes plus tard, dégagement de Giacomo. Bouzdira dans le rond central. Encore une faute, cette fois une faute d'Ossu, mais ce n'était pas bien méchant. Et ça repart pour Nice avec René Boki, le milieu de terrain défensif niçois, qui perd le ballon, mais le ballon est toujours niçois avec Mario sur l'aile gauche. Sur ce centre, Biekovic en retrait pour Bouzdira qui réclame une main
de Johnny Rep qui était sur cette action en défense et finalement une faute de Guillou sur Riesbergen. Nous retrouvons Nice avec Sanchez. René Boki, tête de Riesbergen. Mais le ballon revient encore et toujours pour Nice, mais cette fois Guillou a glissé. Et le ballon a profité à Crimo qui vient de lancer Ossu. Regardez Ossu qui vient de passer Boki. Un petit pont aux dépens de Joël Muller. Et là, une très belle action ratée par l'avant-centre Borel, qui était pourtant très bien placé, mais comme on a vu ici Ossu, qui s'était, comme l'on dit, baladé. On ne s'étonne pas que la défense niçoise soit la plus mauvaise de ce championnat. Nice qui a déjà encaissé 52 buts. On joue les arrêts de jeu. Guillou, un mauvais renvoi. Biekovic qui évite Riesbergen puis Veller et dans un angle difficile qui égalise à la 47e minute de la partie. Un but partout. Une égalisation méritée car Nice se crée de nombreuses occasions depuis quelques minutes. Nous revoyons ce but de Biekovic. Il fallait le faire tout de même en pivotant. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Bastia joue maintenant sur la droite avec son arrière-gauche Marchionni. Borel, le jeune avant-centre de Bastia, qui est ici contré par Joël Muller. Et Nice repart avec Sanchez, qui va peut-être donner à Biekovic. Non, il préfère partir tout seul. Mario, qui est certainement hors jeu sur cette action, mais l'arbitre avait laissé jouer. Mario aurait dû centrer sur Biekovic, qui était démarqué à 2 mètres des buts Bastiais. Et Biekovic le lui fait d'ailleurs comprendre sur ces images. Nous sommes maintenant à la 55e minute de la partie. Une montée de Caz. Et un très bon tir du pied gauche de Borel, détourné du bout des doigts par Giacomo. C'est un corner pour Bastia. Vous voyez que Bastia se montre toujours très dangereux en contre-attaque. Corner tiré par Ossu, dégagement de la tête de Guillou. Toujours Ossu sur l'aile droite, qui est fauché par Bouzdira, mais M. Vautreau, qui n'était pas dans un grand soir, laisse jouer. Bouzdira qui cherche un partenaire démarqué, il trouve finalement Boki. Et une nouvelle faute de Crimo. Décidément, on ne se faisait pas beaucoup de cadeaux ce soir. Caz est contré par Asseri. Mario qui part tout seul, vous voyez il y a de grands espaces au milieu de terrain. Biekovic et Mario qui profitent d'une erreur de Marchionni, mais Veller est bien sorti et détourne ce ballon, un ballon qui est sorti en corner. Mais oui, monsieur Mario, le ballon est bien et bien sorti. Corner tiré par Mario et une faute de Biekovic qui s'est appuyé sur Riesbergen. Bastia va donc pouvoir se dégager, mais l'équipe de Pierre Cahuzac passe des moments bien difficiles. Et pourtant, sur les contre-attaques, je vous l'ai dit, Bastia se montre très dangereux. Ici, un mauvais renvoi de Bouzdira et Johnny Rep des 15 mètres trompe pour la deuxième fois Giacomo. Johnny Rep vraiment excellent ce soir. Il était partout, en défense, au milieu de terrain et comme vous le voyez sur ces images, en attaque. Il marque ainsi son deuxième but de la soirée, son 11e but pour l'équipe de Bastia. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'équipe corse avec 11 buts. Vous voyez, le ballon passe dans une forêt de jambes et finalement entre les jambes du malheureux Giacomo. Un coup franc pour Nice. Un coup franc qui va être retiré, il est toujours très difficile. Voilà, du bout des doigts par Veller, c'est un corner. Nice domine très sérieusement maintenant. Mais ce n'est pas à Bastia de faire le jeu, bien sûr. Et Veller bloque facilement ce corner tiré par Mario. Sur la contre-attaque, le milieu de terrain Idili,
qui passe à Borel. Excellent également ce soir, centre de Borel et Ossu, pourtant très bien placé, rate complètement sa reprise de la tête. C'est dommage pour Bastia car évidemment à 3-1, le match était sans doute joué. Boki. Nous en sommes à la 70e minute de la partie. Une déviation et un but de Biekovic, égalisation pour Nice. Vraiment du bout du pied, une égalisation on ne peut plus mériter. Biekovic, 2 buts partout donc entre Nice et Bastia et entre Biekovic et Johnny Rep. C'est le 9e but de Biekovic qui pour une fois a réussi à tromper Riesbergen, tout au moins pour la 2e fois. 2 buts partout et les supporters niçois très contents bien entendu. Et Nice qui se crée de nombreuses occasions en fin de partie. Biekovic qui a donné sur la droite pour Sanchez. Et Marchionni était bien revenu. C'est un corner toujours tiré par Mario. Tête de Biekovic à côté, mais on ne désespère pas côté niçois. Il est vrai que l'OGC Nice marque bien souvent en début, en fin de partie. C'était le cas contre Saint-Etienne à la dernière minute. Et puis contre Sochaux. Nice était mené à 10 minutes de la fin. Pour finalement l'emporter 2-1. Ici, un festival technique de Guillou qui passe à Joël Muller. Guillou qui évite Marchionni et qui tire au-dessus alors qu'il était très bien placé. C'était la balle de match. Car monsieur Vautreau va bientôt siffler la fin du match. Il est temps que la trêve arrive pour les deux équipes. Bastia est à l'heure actuelle une équipe qui se cherche. Avec la trêve, Cahuzac pourra récupérer tous ses joueurs blessés. Et l'on retrouvera peut-être le Bastia européen. Pour Nice, c'est la même chose. On attend avec impatience la rentrée de Katalinski. Nice a encaissé ce soir 2 buts sur son terrain. C'est encore beaucoup trop. Score final, vous le voyez sur votre écran. Nice, ses visiteurs, c'est-à-dire Bastia, 2 buts partout. Le président Henri Germain, président du Grand Stade de Reims, quitte définitivement le football. Un joueur français est recruté par les Autrichiens. L'excellent gardien Christian Lodu trouve enfin une place de titulaire dans un club, il était temps. Ce sont quelques nouvelles glanées ici et là dans les échos de Téléfoot 1, recueillis et commentés par Alain Jouin. Il a consacré près de 50 ans de sa vie à servir la cause du football français et de son cher stade de Reims. À plus de 70 ans, Henri Germain, en grand seigneur qu'il a toujours été, a décidé de se retirer. Il évoque quelques souvenirs avec Jean Mamère de FR3 à Reims. Des souvenirs, on en a eu, vous comprenez qu'après avoir gagné tout de même 6 fois le championnat, enfin, je ne vais pas rappeler tout le palmarès, n'est-ce pas? On n'est pas là pour les faire... meilleurs, alors, on choisit les meilleurs. Ben, si on prend la meilleure, on va prendre vraiment la plus belle année, celle qui a été vraiment le plus haut point du stade de Reims, ça a été en 1958. Vous pensez qu'en 1958, on fait le doublé. Hein, on gagne le championnat, on gagne la coupe, c'est la coupe du monde, et le stade de Reims avait 8 joueurs sélectionnés dans l'équipe qui termine 3e de la coupe du monde. Un résultat que je souhaite qu'on revoie, mais que je ne reverrai peut-être pas, moi je ne sais pas, je le souhaite, ça me ferait plaisir, mais c'est pour moi le plus beau fleuron de toute ma carrière sportive. Que pensez-vous de l'évolution du football professionnel français? Ben, l'évolution est très mauvaise. Il y avait une autre mentalité quand même dans le football professionnel. On faisait un tout. Dans le club, on était une équipe d'amis. Car c'est tout. Si vous ne créez pas un climat d'amitié entre les dirigeants et les joueurs, eh bien, vous ne pouvez pas aller avoir la réussite si bon que soit votre équipe. C'est pourquoi j'estime que s'il y a eu la réussite, on l'a provoqué aussi. N'est-ce pas? J'ai même toujours été en contact avec les joueurs, et tout le monde le sait, et il ne me contredira pas. Je passais, moi, toutes mes après-midi pendant 20 ans au bureau du Stade de Reims. Le 11 novembre dernier, contre Béziers, René Galina, le gardien de l'Olympique avignonnais, était victime d'un arrachement ligamentaire du genou droit et devait subir l'ablation des ménisques. Dans le plâtre pour 2 mois, l'infortuné Vauclusien voit sa saison pratiquement terminée. Aussi, son club a-t-il obtenu une dérogation du groupement pour le remplacer. C'est finalement l'ancien gardien de Reims, Christian Lodu,
qui vient d'être choisi pour le suppléer dans les buts d'Avignon jusqu'à la fin de la saison. Réunie lundi dernier à Madrid, la Fédération internationale des footballeurs professionnels a demandé à la FIFA que tout joueur participant à la Coupe du Monde 82 en Espagne perçoive désormais une part des droits de reproduction télévisée, filmés ou édités. Au cas où ces droits ne leur seraient pas reconnus, les joueurs, a déclaré leur président, n'hésiteraient pas à recourir à la grève. Le Nîmois Marcel Boiron a signé un contrat pour 2 ans et demi avec le club autrichien Sturm Graz, 6e du championnat d'Autriche. Le demi-offensif du Nîmes Olympique, excellent technicien, avait été remarqué par un joueur autrichien, ancien Nîmois, Heinz Schilcher. À notre connaissance, c'est le seul Français opérant actuellement dans un club étranger. Les 90 000 spectateurs de l'Empire Stadium de Wembley ont vécu en quelque sorte un moment historique à l'occasion du match Angleterre-Tchécoslovaquie. En effet, pour la première fois dans la longue histoire du football britannique, un joueur noir était sélectionné dans la formation nationale d'Angleterre. Il s'agissait du jeune défenseur de Nottingham Forest, Viv Anderson, de parents jamaïcains. Horizon 82 pour Luis César Menotti. Le directeur comblé de l'équipe d'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde, serait reconduit dans ses fonctions et nommé responsable suprême de toutes les équipes nationales jusqu'au terme de l'année 82. C'est du moins ce que l'on murmure dans les milieux autorisés de Buenos Aires. Rappelons que l'équipe nationale d'Argentine effectuera en mai prochain une vaste tournée en Europe et rencontrera notamment la Hollande, l'Italie et l'Allemagne. Avant la 17e journée du championnat de 2e division qui se déroulera samedi prochain, statu quo au classement des meilleurs buteurs. Toujours Antoine Trivino du FC Gueugnon en tête avec 16 buts. Et deuxième, l'avant-centre de Brest, Patrick Martet, 14 buts. Pour la première division, en tête des buteurs, 3 hommes avec 15 buts chacun. Carlos Bianchi, qui a marqué ce soir contre Lille. Ivesic et Marguerite, qui jouent demain. Gageons que l'antillais du Nîmes Olympique, Gilbert Marguerite, n'aura sûrement pas l'intention de leur faire une fleur. La deuxième division ne jouait pas en championnat ce soir et pour cause, puisqu'ils faisaient leur entrée dans le 6e tour de la Coupe de France. Alors voici quelques résultats de ce 6e tour. Quimper bat Quimperlé 4-0. Lucé bat Corbeil 4-1. Toulouse bat Le Taillan 2-0. Toulon bat l'US Michelis de Marseille 3-0. Limoges bat Albi au pénalty, 2-2 à la fin des prolongations, et Limoges l'emporte 5-4 au pénalty, ça a failli être la surprise du jour. Besançon de 2e division bat le PS Besançon sur le score de 2-1. Lens totalise face au Touquet 5-0. Tours bat Cholet 5-1. Guignon Stade Clermontois 3-0. Guingamp bat Lannion 2-1. Brest bat Légion Saint-Pierre de Brest, c'était le derby local 5-0. Montluçon bat Nevers 2-1. Et enfin le score fleuve de la journée, Montpellier bat Bagnols 12-0. Il n'y a donc aucune surprise, aucun club de 2e division pour l'instant n'a été éliminé, mais attendons demain, il y a tous les autres rencontres. Vient de paraître 11 avec son numéro 36. Avec un poster original, en l'occurrence le calendrier 1979, vous trouverez les 11 meilleurs joueurs mondiaux sélectionnés par les lecteurs eux-mêmes, c'est-à-dire vous-même, et un grand reportage sur le football argentin après le mondial. Tout ceci, bien entendu, agrémenté d'excellentes photos, comme d'habitude. Parmi les livres parus, une œuvre qui sort de l'ordinaire, La belle époque du sport, le football de Jean-Paul Mazot. Un recueil de documents anciens surprenants, cartes postales, gravures, affiches et photos. Par exemple, regardez, un match de football à Bastia avant la guerre sur la place Saint-Nicolas. Qui voyons-nous? Les buts garnis de filets, le public, les joueurs et au beau milieu de l'aire de jeu, un lampadaire. Avouez que ceci est cocasse. Voilà, avant de vous quitter, puisqu'il me reste quelques minutes, je voudrais vous parler un peu du courrier. D'abord, j'ai un certain retard, vu l'abondance de celui-ci. Il me faudrait vraiment un secrétariat énorme.
Ensuite, il y a deux catégories de lettres à laquelle je ne répondrai pas. Celles fort nombreuses et justifiées qui nous parlent de l'horaire tardif. Ça, je peux vous dire que dès la reprise, au mois de janvier, la direction de TF1 a promis d'y faire diligence et que nous passerons plus tôt, surtout en pensant aux milliers et milliers d'enfants qui regardent cette émission, qui se voudraient en plus un peu pédagogique. Et puis il y a une autre catégorie de lettres qui n'aura pas de réponse. Ce sont celles qui nous accusent régulièrement d'être contre tel ou tel club ou pour tel ou tel club. Ces gens atteints de chauvinisme aigu ne devraient pas nous prêter leurs défauts. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Voilà. Sur cette note qui n'est pas très optimiste, je vais vous quitter en vous rappelant quand même qu'il y a des matchs demain. Il s'agit de Saint-Étienne-Valenciennes, Reims-Nantes, Nîmes-Lyon, Paris Football Club Nancy et Angers-Sochaux qui a été reporté à cause du brouillard à demain 15 h au stade Jean-Bouin. Voilà, merci de votre attention, bonsoir et au prochain numéro, c'est-à-dire le 45e, samedi prochain. Merci.